Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview consacrée à la résilience et plus particulièrement à la résilience suite au Covid-19. L'objectif de cette série d'interviews est d'inspirer afin de rebondir dans cette période d'incertitude plus ou moins anxiogène grâce à nos propres ressources. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Blémont, qui est vice-président des systèmes d'information monde de McCain Foods. Et il travaille notamment avec des équipes disséminées dans le monde entier, sur les 5 continents, et donc a été bien impacté dans son quotidien suite au Covid-19. Alors Jean-Claude, tout d'abord, comment vas-tu? Je veux bien, je veux dire, si on parle souvent de la météo à travers Bobo, ici aujourd'hui on annonce 31 degrés, donc il n'y a pas à se plaindre, tout va très bien. Au niveau professionnel direct, bon ben ça va, on va en parler. Par contre, c'est vrai que à travers le monde entier, l'impact, on fait, McCain en fait fait des frites, fait des produits à base de pommes de terre qui ont été transformés, c'est-à-dire coupés et puis frits. Donc là, on sait très bien que tout ce qui est restauration a été impacté. Donc là, il y a quand même pas mal de soucis au niveau business. Sinon, ça va. Bon, et toi, de cette manière générale, alors pas spécialement qu'aujourd'hui, mais en tout cas sur toute cette période Covid-19, comment tu vis cette période? Mais, tout d'abord, moi j'ai eu un avantage énorme. C'est-à-dire, bon, tu l'as dit, j'ai des équipes qui sont à travers le monde entier. Les personnes qui me rapportent directement, il y en a une à Melbourne, à Buenos Aires ou à Chicago. Donc, je ne sais pas aller leur rendre visite tous les jours. Et je ne sais pas non plus me lever de mon bureau et aller vite chez eux. Donc, très rapidement, depuis que j'ai cette fonction, global qui est plus de 8 ans, j'ai dû développer une gestion à distance, hein, remote working. Et très rapidement, je me suis installé un bureau, un bureau à la maison, bien que j'ai aussi un bureau en présentiel, je dirais, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Euh, donc pour moi, j'étais déjà très avantagé. Je me suis retrouvé au moment où les confinements ont été décidés par les gouvernements. J'étais déjà tout à fait équipé pour pouvoir travailler de la maison. J'ai malheureusement pas mal de collaborateurs, c'était pas le cas, et j'ai vu des gens qui ont dû travailler dans des conditions au départ qui étaient très difficiles pour eux, tant au niveau d'équipement, mais aussi par exemple les maires. J'ai une personne qui me rapporte directement, qui est directrice de la région Latam. Elle est mère seule, elle a 2 enfants. Les enfants ne vont plus à l'école. Elle devait à la fois faire son travail de maman, qui est déjà pas évident, plus supporter les enfants pour les cours à distance et faire son travail elle-même. Alors là, chapeau, moi, ça m'a vraiment touché énormément la façon dont finalement les personnes ont pu ou ont dû s'adapter très rapidement pour travailler dans parfois des conditions qui étaient nettement plus difficiles que de simplement aller au bureau. Mhm. Alors toi, plus particulièrement pour toi, qu'est-ce qui était le plus difficile et puis après aussi le plus facile? Alors, le plus facile, je te l'ai dit, tout était déjà là, donc j'avais Mhm. déjà mes routines pour travailler avec mes gens. Ce qui s'est passé, c'est tout au début où ça a été confiné. Je travaillais à la maison, mais je ne me déplaçais plus. Donc, et je me déplaçais plus de 2 manières. Premièrement, j'ai un bureau à Villeneuve, donc c'est à peu près 2 heures et demie de trajet aller-retour par jour en voiture. Subitement, je retrouvais 2 heures et demie qui n'étaient allouées à rien du tout. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Mais deux, je travaille maintenant tous les jours à partir de la maison. Et donc au départ, j'étais avec un training, un t-shirt, et voilà, j'avais pas de réunion, j'avais des dossiers à traiter. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais beaucoup de mal à me concentrer et à être aussi performant qu'auparavant. Et j'en ai parlé à quelques personnes et par la suite, je me suis rendu compte que ton cerveau, il a beaucoup de difficultés à comprendre que tu travailles de la maison, que tu n'es pas habillé pour aller travailler et que tu lui demandes d'être performant. Il dit, mais non, moi je suis en mode relax, nous sommes à la maison, tu es à la maison quand c'est le week-end, comment, une tenue sportive quand tu te relaxes, je ne comprends pas pourquoi je dois être maintenant performant. Et donc très rapidement j'ai compris et très rapidement je me suis habillé comme quand j'allais au bureau, avec une routine exactement la même que quand j'allais au bureau. Bon,
Ça vient sur le deuxième moment. Je me lève tous les jours à 5h30 le matin, Mhm. depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'avais plus besoin puisque je gagne 1h30 de trajet. Mhm. Et donc, je me suis levé à je me suis toujours levé à la même heure et je récupérais 1h30. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de cette heure et demie? Je vais la passer directement à travailler ou bien je vais l'investir pour moi. Et c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai commencé à l'investir, ce temps, pour moi, uniquement Mhm. du temps à moi. Et ça a été un peu compliqué au départ parce qu'on n'a pas l'habitude de se réserver autant de temps, 3 heures par Mhm. jour, Oui. juste pour toi. Bon, je n'ai pas tout mis uniquement pour moi, je vais être honnête, mais j'en ai mis Mhm. une bonne heure, 1h30 le matin, un peu moins le soir. Et c'était très important. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises parce qu'elle m'a permis de régénérer pas mal d'énergie. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler, mais Oui. ça, c'était très, très important. Très Mhm. important. Mais justement, en effet, par rapport à ta régénération d'énergie, ça, c'est ta première force, en tout cas, que tu as utilisée, c'est de prendre du temps pour toi, plus de temps que tu n'en prenais auparavant, certainement. C'est bien ça? Oui, exactement, exactement. Ouais. Et alors, à part ce temps donc, qui a été très positif pour toi, quelle autre ressource, en tout cas, tu as utilisé ou qui a émergé, que tu as vu en toi, qui a émergé pour avancer dans cette période? La deuxième partie où j'ai pu récupérer, c'est un temps en soirée. Et j'ai découvert que le temps en soirée, je ne suis pas très exercice physique, mais Mhm. par contre, deux choses que je peux faire en soirée, que j'ai fait pratiquement tous les jours, régulièrement, c'était d'aller me promener. Euh, Mhm. donc j'ai la chance d'avoir une chienne, donc il faut la sortir. Ben voilà, c'était une excellente excuse, mais très, très rapidement, au début, c'est elle qui me sortait, et puis c'est moi qui la sortais, quoi, parce que j'ai trouvé que c'était énorme. C'était un moment de relaxation après une journée de travail, même si on n'a pas. Et ça me permettait aussi de faire quelque chose. Quand on est au bureau, on a une césure qui est très forte, qui est Mhm. très réelle, c'est-à-dire on quitte son bureau et on revient à sa maison ou à son lieu où on loge. Et donc il y a vraiment une césure. Quand on travaille continuellement à sa maison, on doit juste descendre une volée escalier, il n'y a pas de césure. Mhm. Et donc, on revient dans un environnement familial avec encore dans la tête tous les challenges que l'on a au niveau professionnel. Et le fait d'avant de redescendre réellement et d'être avec la famille, cette balade me permettait, premièrement, de refaire une césure, mais également j'ai beaucoup de chance, j'habite à la campagne, donc voilà, je peux être en contact avec la nature et j'ai découvert qu'elle t'apporte énormément. Même si elle ne te dit rien, si elle ne te fait rien, le simple fait d'être en contact avec un environnement naturel te recharge énormément l'ensemble de tes énergies. Et ça, c'était très, très, très bien. La deuxième, c'est que j'ai vu que j'aimais bien lire aussi. J'ai une bibliothèque énorme, mais j'ai jamais beaucoup de temps de lire. Et donc là, je n'avais plus d'excuses, j'avais 1 heure, et donc j'ai commencé à lire. Et j'ai eu des sujets qui m'intéressaient depuis très longtemps, que j'ai jamais eu l'occasion d'approfondir et que j'ai approfondi maintenant. Voilà. D'accord, d'accord. Donc c'est la curiosité là qui t'a aidé, curiosité bien sûr saine, d'apprentissage, de vouloir découvrir Oui, des choses, ouais, en tout cas qui s'est mise en avant à ce moment-là. D'accord, très très exact, bien. exact. Ouais, ouais. Ok. Par rapport donc à tes ressources, tu l'as exploité, expliqué les principales ressources que tu utilisais. En tant que responsable maintenant, que directeur d'équipe, et en plus disséminé dans le monde entier, on en a parlé en introduction, et avec des cultures différentes, quelles sont les qualités de résilience que tu as pu voir émerger au niveau de tes collaborateurs? Il y a une chose qui a été fantastique. Euh, Tout d'abord, la, la grande force d'avoir une vue globale, c'est qu'on peut, si on est curieux et que l'on porte attention aux événements, on peut anticiper. Mhm. Et je vais d'abord le positionner au niveau de la technologie parce que c'est mon domaine. Il y a des tendances, par exemple, qui se développent en Chine, Mhm. qui sont parfois à la pointe de ce qu'on peut faire au niveau utilisation de la technologie, par exemple pour la relation avec les clients, qui n'est absolument pas encore utilisé aux États-Unis, par exemple, ou bien même en Mhm. Amérique latine. Et donc ça, c'est une force énorme, c'est de regarder ce qui se passe dans une partie du monde et de voir comment on peut l'appliquer ou bien être préparé dans une autre partie du monde.
Et avec Covid, ça a été exactement la même chose. Tout est démarré de la Chine. Donc, très rapidement, on a vu qu'il se passait quelque chose et que ça pouvait s'étendre. Il y avait un risque réel. Donc, on s'est préparé un petit peu, mais on ne savait pas à quoi on s'attendait. Donc, ce qui veut dire que on avait déjà des systèmes pour pouvoir communiquer. Donc, comme j'ai dit, on est présent dans beaucoup. Donc, nous, on utilise Team. Et donc, ça, le rollout de Team avait été fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que les décisions de confinement sont tombées, si tu te rappelles, après que les premiers signes de pandémie ont été confirmés. Très rapidement après, il y a des décisions de confinement qui ont été prises, c'est-à-dire plus personne ne peut se retrouver au bureau. Ce qui veut dire on a été confronté avec des centaines de personnes qui, soudain, devaient continuer à faire leur travail, non plus du bureau, mais de leur domicile, sans toujours avoir un PC portable, sans toujours être équipé, etc. Donc tout ça a dû être fait en l'espace de quelques jours. On ne parle pas de mois, on parle de quelques jours. Et là, ça s'est passé en plus sur plusieurs continents, pratiquement en même temps. Et donc, la résilience que je voudrais appeler ici est la suivante. On ne pouvait pas suivre tout le monde en même temps. J'ai 50 personnes qui travaillent pour moi. On leur a donné une direction claire, on leur a donné des instruments pour le faire, et puis ils ont été presque livrés à eux-mêmes. Et là, on s'est rendu compte que l'être humain peut résilier d'une manière naturelle, et ils ont trouvé des moyens, alors souvent relativement différents, qu'on soit en Amérique latine ou qu'on soit par exemple en Europe, pour pouvoir supporter les utilisateurs à distance et pouvoir les équiper correctement. Et ça a été magnifique. Il y a des choses qui se sont mises en place que même moi, je n'aurais même pas osé penser que ça pouvait se mettre en place aussi rapidement. Et voilà, ça a été en moins d'une semaine, tout le monde était équipé. Il n'y a pas eu d'interruption dans le business, enfin, dû du moins à la technologie, dû du moins au fait que les personnes ne pouvaient pas travailler à distance. Et donc là, c'était une excellente leçon. Je note deux points en fait que tu as cités au niveau de la résilience, qu'on retrouve souvent la résilience dans les entreprises, en tout cas les grandes entreprises aussi. C'est d'une part d'avoir donné quand même une direction claire, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir fixé voilà, une direction qui permette déjà d'avancer pour les collaborateurs. Et même si tu as employé le terme finalement livre à eux-mêmes, mais finalement on peut le retourner différemment, c'est leur laisser l'autonomie. Exact. Et ça, c'est important, hein, je pense, Ouais. au niveau de déploiement Et de. oui, non, tu as tout à fait raison. Et encore plus aujourd'hui, si on regarde le monde, c'est pas très clair où on va. Et c'est surtout quand c'est pas très clair qu'il faut avoir une bonne vision. C'est comme ça. Hein. C'est tant au sens propre qu'au sens figuré. Et donc, même si ta vision ne peut pas être à long terme, on parle plus de vision à 5 ans maintenant, on parle d'une vision à quelques mois, il faut que les collaborateurs sachent exactement quelle est cette vision, là où on va, parce qu'il y a un phénomène qui est important. Si tu veux absolument conserver la performance des troupes, il faut qu'il y ait un sens du focus. Il faut se focaliser sur certaines choses. Et même si tu focalises sur, par exemple, les 3 prochains mois. Donc, très rapidement, c'est ce que j'ai mis avec les équipes en place. On dit, OK, bien, il y a des choses à faire. On focalisait sur 3 mois au lieu d'avant sur un an. On a regroupé les activités ben, en tronçons de parfois d'un mois, voire d'une semaine, et on avançait comme ça. Mais on a toujours essayé de donner une vision d'où on allait, et surtout du contact, ne pas. Et alors surtout que c'était beaucoup plus facile de voir tout le monde, puisque avec des outils comme Zoom ou bien Teams ou d'autres, la communication était possible. Même si ça ne remplace pas le présentiel, mais au moins on est là et on comprend ce qui se passe. Donc une très bonne communication, une vision et créer un environnement où on peut avoir du feedback, ça c'est énorme. Parce qu'on c'est un peu comme un tanker, on est dans le brouillard, où est-ce qu'on va, on doit pouvoir aussi anticiper. Donc au maximum de feedback qu'on reçoit, au mieux on peut gouverner. Et alors, par rapport à la vision dont tu parlais il y a un instant, toi, personnellement, tu vois comment l'avenir? Ah, mais moi j'ai 61 ans cette année, donc Mhm, je le vois d'une manière très sereine. mhm, Et je m'inquiète un peu plus pour les générations futures. Surtout, je m'inquiète pour les jeunes qui se lancent aujourd'hui. Mais je m'inquiète pas
comment dire, je m'inquiète pas vraiment pour eux, je m'inquiète un peu de comment le monde va évoluer, parce que le monde ne sera plus comme il était auparavant. Ça, on s'en rend compte, on ne sait pas encore bien comment ça va être. Cependant, je le vois vraiment d'une manière très optimiste, parce que c'est le moment de pouvoir créer de nouvelles choses. Et cette crise a révélé, bon, on a parlé un peu de la résilience, mais a révélé pas mal de choses que certaines personnes ne se pensaient pas possible de faire. Euh, Comme je te l'ai dit, j'habite à la campagne, je suis souvent à l'extérieur et je pratique un petit chemin où il y avait jamais personne. Et aujourd'hui, je vois des gens qui vont se promener, des gens qui font du jogging, qui habitent dans les villages ici, des gens qui font du vélo, des gens qui ont trouvé une autre façon d'occuper leur loisir et qui est très positive. Il y a quelques fermes dans les environs qui vendaient des produits de leur culture. Il y avait, oui, ça vivotait. Aujourd'hui, il faut presque faire la queue pour pouvoir aller sur lieu. Ce que je veux dire avec ces deux illustrations-là, c'est que grâce à la résilience et grâce surtout à la prise de nouvelles habitudes, parce que ça, on n'est pas resté confiné 2 semaines, on est resté confiné plusieurs semaines, je suis très confiant sur le fait que certaines des habitudes, même si on revient à quelque chose de plus ou moins normal, vont perdurer. Et on l'a vu que notre impact sur la nature et sur la pollution a été incroyable. On a réduit toute une série d'émissions de carbone comme ça. Beaucoup de gens se déplacent maintenant dans les villages en vélo, alors qu'avant, on voyait beaucoup de voitures. Donc voilà, donc ça me donne quand même un espoir. Et également, je ne suis pas simplement un optimiste, je suis aussi réaliste. Et j'ai un cas très, très précis, le dire très rapidement pour illustrer qu'on peut développer des choses aujourd'hui. Euh, j'ai une personne de la famille que je connais très bien qui voulait faire cuisinier. Et donc, il faisait des stages dans un restaurant. Et on discutait pour éventuellement devoir racheter ce restaurant pour qu'il puisse se lancer. Aujourd'hui, pour se lancer dans la restauration, une cuisine est suffisante. Parce que le takeaway, la livraison à domicile, Oui. a pris une ampleur qui n'était. Donc, auparavant, on était avec. Il fallait un bâtiment, il fallait toute une série de choses. Il faisait des investissements quand même de centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, avec quelques milliers d'euros, tu peux te permettre de lancer ton business. Alors, je ne dis pas que ce sera comme un restaurant, mais il y a des possibilités qui, qui sont apparues aujourd'hui, qui n'existaient pas hier, et il y a des nouveaux besoins. Et donc, pour les personnes, comme tu l'as dit au départ, qui sont curieuses, qui voient comment ça se passe, qui peuvent rebondir sur des choses, il y a énormément de possibilités. Bon, c'est pas servi sur un plat, mais en parlant de restaurant, c'est un beau jeu de mots, Ouais. mais il faut réellement pouvoir trouver les domaines, et on voit, il fleurit des services qui n'existaient pas auparavant. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est à la fois une inquiétude parce que ce sera un peu plus difficile, mais il y a de très belles choses qui peuvent être faites. En tout cas, ce que tu dis aussi, c'est que par rapport à la crise qui est encore en cours, et notamment la crise économique qui va malheureusement certainement plus se déployer, mais surtout c'est qu'il y a une résilience et il y a une façon d'adapter en fait son mode de vie aussi. On va automatiquement changer, hein, c'est ce que tu disais, on ne va pas revenir comme avant, 100% comme avant, il y aura automatiquement des changements et avec des opportunités aussi, comme tu précisais justement à l'instant. Alors, Mais pour si je oui, peux ajouter dis-moi. juste une petite chose, tu l'as très bien. Quand je parlais de mon inquiétude, je ne parlais pas de mon inquiétude pour les nouvelles générations, mais tu as vraiment bien souligné ça. Nous avons passé une crise sanitaire, je pense qu'il y a une crise économique qui arrive. Parce que bon, certaines sociétés vont devoir, on le voit déjà, je regardais encore hier, Ryanair va aussi licencier, enfin, il y a pas mal de personnes qui ont licencié. Et là où je m'inquiète, c'est qu'on va retrouver beaucoup de personnes en même temps sur le marché de l'emploi à essayer de trouver un boulot. Et ça va être, à mon avis, un gros challenge. Alors, pour peut-être finir sur une autre un peu différente, avec, en effet, on ne se voile pas la face, le but n'est pas de se voiler la face, il y a, c'est vrai, cette crise économique qui arrive à grands pas. Mais en tout cas, pour donner de l'espoir ou pour inspirer justement, pour rebondir à nouveau, est-ce que pour finir, tu aurais un conseil, une phrase ou autre chose à partager? J'en ai quelques-unes. Et en fait, je vais me permettre elle est d'ailleurs sur mon bureau, donc je ne l'ai pas préparée spécialement pour aujourd'hui. Mhm. Peut-être tu vois pas. Oui, c'est Ouais. Sénèque. Je vais vous la lire. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas.
c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Sénèque, c'est quand même à peu près une petite centaine d'années avant Jésus-Christ. Il parlait déjà de ça. Et puis, il y en a deux, c'est une de Mark Twain. Je vais me permettre de la lire. Elle est dans mon calepin, donc je n'ai pas non plus préparé juste pour ça, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour cela qu'ils l'ont fait. Ouais, très joli aussi. Et donc, Mark Twain, c'était quand même il y a quelques centaines d'années aussi. Et puis, plus récent, un que j'aime beaucoup, c'est Mandela. C'est toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Et donc, ces trois personnes parlent plus ou moins de la même chose. C'est important, surtout dans ces temps difficiles, de se fixer des objectifs, d'avoir un objectif, quel qu'il soit, de s'y tenir et de se focaliser. Et de ne pas penser que c'est difficile, c'est impossible, etc. Non, ça, ce sont des pensées négatives. Et ces trois personnes, à travers les âges, ont montré que c'était possible. Quand on voit le parcours de Mandela, je vous le laisse, je ne vais pas vous le raconter, vous connaissez l'homme comme moi, il y en a d'autres comme Gandhi. Si eux avaient pensé que c'était impossible, ben, on n'aurait pas les résultats aujourd'hui qu'on a dans le monde. Donc c'est possible, ça ne vient pas gratuitement, il faut investir du temps, mais à travers les âges, il y a des personnes qui ont dit que c'était possible et qui ont démontré que c'était possible. Donc allons-y. Bon, merci pour ce mot de la fin, Jean-Claude. Allons-y. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. Et puis à très bientôt pour une nouvelle interview de notre série Rebondir suite au Covid-19. Merci. Voilà, bon vent, merci. Merci.